Donc, nous débutons ce webinaire sur l'alphabétisation populaire. Bonjour à toutes et tous. Je suis Daniel Baril, directeur général de l'ICA. Je crois que la plupart d'entre vous connaissez l'ICA, mais pour ceux qui pourraient ne pas connaître l'organisme, l'ICA, cette année, célèbre son 76e anniversaire de fondation, donc ça fait plusieurs décennies que l'Institut, grosso modo, fait un travail de même nature, un travail de réflexion, de recherche sur l'éducation des adultes, de mobilisation des milieux, d'innovation et de représentation politique en faveur de l'ensemble du champ de l'éducation des adultes. L'ICA regroupe très largement le monde de l'éducation des adultes dans le secteur public à tous les ordres d'enseignement, dans le monde communautaire, la communauté des chercheurs, des organismes qui fédèrent plusieurs organismes dans différents secteurs. Donc, voilà pour l'ICA et le webinaire auquel vous assistez s'inscrit dans une séquence. Sylvie, je crois que tu as le pouvoir, Sylvie, de fermer les micros. Donc, si tu regardes les trois en mettant ton curseur. Et voilà. Donc, je pense que Sylvie, tu as fermé tous les micros, incluant le mien. Tu peux aller sélectionner la personne. J'essaierai de m'en rendre compte si ça se reproduit. Merci pour le non-verbal de certaines personnes. Donc, ce webinaire sur l'alphabétisation populaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires et dans un contexte plus large que je vais vous présenter pour que la table soit bien mise là, pour les échanges que nous aurons. Un premier webinaire a eu lieu la semaine dernière sur la formation générale des adultes. Un troisième webinaire aura lieu lundi prochain sur l'éducation populaire et un dernier webinaire aura lieu le lundi 2 mai sur la politique d'éducation des adultes ou les politiques d'éducation des adultes. Et pour la mémoire, le 2 mai 2002, c'était la journée d'adoption de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Donc, à notre webinaire qui clôturera la séquence de 4 webinaires, on soulignera cet anniversaire, ce 20e anniversaire, et on fera rapport de réflexion de l'Institut sur l'intérêt d'avoir une nouvelle politique d'éducation des adultes. Depuis, dans son plan d'action de l'année, l'ICA avait une démarche en 2 temps pour faire valoir les enjeux de l'éducation des adultes. La première démarche visait à justifier et faire valoir l'intérêt d'adopter une nouvelle politique d'éducation des adultes. Et en ce sens, il fallait justifier qu'un nouveau grand chantier était pertinent et que le gouvernement du Québec devrait se lancer dans une démarche formelle d'élaboration d'une nouvelle politique d'éducation des adultes, 20 ans après l'adoption de celle de 2002. Je vais revenir tout à l'heure sur des actions spécifiques qu'on a menées dans ce contexte. La deuxième grande démarche, c'est des actions de l'Institut en prévision des prochaines élections générales au Québec qui auront lieu en octobre 2022. C'est important de s'y prendre d'avance parce qu'avec la nouvelle loi sur les élections à date fixe, dès le retour des vacances au mois d'août, la campagne électorale est lancée et on est soumis, nous tous, là, à une série de contraintes sur des interventions publiques dans le cadre des élections. Donc, l'élection à date fixe force les organismes dès le printemps de commencer à réfléchir, débattre et se faire une idée là, sur les engagements électoraux qu'on souhaite que les partis prennent. Donc, 2 démarches, une nouvelle politique, pourquoi elle apparaît nécessaire aux yeux de l'ICA, et 2, les prochaines élections, comment mettre en évidence les enjeux d'éducation des adultes. Dans ce cadre-là, on a fait depuis l'automne dernier 3 séries d'actions. La première, ça a été une tournée de représentation politique auprès des différents ministres concernés par l'éducation des adultes et les cabinets et fonctionnaires des différents ministères. Donc, éducation, travail, emploi, solidarité, conditions féminines, affaires autochtones. Cette tournée-là a débuté plus formellement au début janvier, mais on a une série de rencontres qui ont eu lieu et d'échanges qui ont cours. Et essentiellement, là, pour chaque ministère, on a des propositions, des thématiques qu'on apporte liées au champ d'action du ministère. Mais pour chacun de ces ministères, on a une même demande qu'on a faite, c'est que le gouvernement lance
mettre sur pied un groupe de travail interministériel, gouvernemental, pour réfléchir à la pertinence d'élaborer une nouvelle politique d'éducation des adultes. On n'a pas une porte fermée. Elle est entrouverte. Elle n'est pas fermée à double tour, donc la discussion a lieu. Et dans ce sens-là, ben, on nous invite à justifier notre demande sans arrêt en mettant en évidence là, différents chantiers, des grands problèmes, des défis, des enjeux. Deuxième action, ça a été, dans cet esprit-là, une consultation sur les grands chantiers en éducation des adultes. Si on veut justifier une politique, il faut nous-mêmes être à même d'étoffer notre argumentaire, d'étoffer notre lecture de l'éducation des adultes et dire effectivement, il y a des grandes questions, il y a des grands défis, il y a des grands enjeux qui dépassent la gestion du quotidien ou au quotidien des secteurs, des organismes, des ministères, et il y a des coups de barre importants qui doivent être donnés en éducation des adultes pour vraiment avoir une politique gouvernementale qui a de l'allure, qui est en phase avec les enjeux de compétences, de connaissances du 21e siècle, qui prend en compte la réalité des adultes apprenants aujourd'hui, puis qui prend soin de l'infrastructure et de tous les organismes publics, communautaires d'éducation des adultes, en ayant en tête aussi qu'il y a un secteur privé, surtout de plateformes numériques qui se développent extrêmement rapidement, incluant au Québec, principalement en anglais, mais les plateformes numériques existent au Québec. Il y a un secteur des EdTech, des technologies éducatives. Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Et présentement, le gouvernement n'a pas de compas, n'a pas de plan, n'a pas de vision. Il y a beaucoup d'actions à la pièce à l'échelle des ministères, mais on ne sait pas où l'État québécois se situe par rapport à toutes ces transformations. Donc, la consultation a eu une première séquence. Le conseil d'administration de l'ICA, quand a pris acte des résultats de la consultation, a décidé de la prolonger. Différents réseaux avaient souhaité participer, n'avaient pas eu le temps, etc. Donc, on la prolonge jusqu'au 6 mai pour continuer de ramasser toutes sortes de points de vue. Et la particularité de notre consultation, on a invité les réseaux à nous formuler leurs enjeux sous forme de questions qui pourraient animer un débat public. Donc, est-ce qu'on devrait au Québec réformer la loi sur l'aide financière aux études pour en faire un programme d'aide financière à l'apprentissage tout au long de la vie? Oui, non. En le formulant sous forme de questions, ça permet d'alimenter le débat public. Ça permet aussi à des gens qui sont contre la question de quand même avoir à justifier pourquoi ils sont contre, pourquoi ils considèrent que ce n'est pas un ajout intéressant à l'éducation des adultes au Québec. Donc, vous pouvez, là, sur le site web de l'ICA, accéder à de l'information sur cette consultation. La troisième, ça a été la troisième action, l'adoption d'une plateforme électorale. L'ICA a voulu, en amont, le plus en amont possible, diffuser une plateforme électorale. D'abord pour ce que j'expliquais tout à l'heure, dès que les vacances d'été sont commencées, au retour, on est en campagne électorale. Donc, il est déjà très tard. Et aussi, en étant en amont, souvent les partis politiques ont peu d'idées sur l'éducation des adultes. En étant en amont, ça permettait d'essayer de les influencer. Cette plateforme a été envoyée aux 4 partis politiques, aux directions des 4 partis politiques, pas juste la députation, là, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, aux présidents des commissions politiques, etc. Puis il y a des demandes de rencontres qui ont été faites par l'ICA sur la base de cette plateforme. Pour ce qui concerne l'alphabétisation, plus largement, la plateforme met le focus sur 3 populations d'adultes à prioriser, dont les gens faiblement alphabétisés. La plateforme propose aussi aux partis de prendre l'engagement d'adopter une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme que l'ICA appuie et à laquelle l'ICA va contribuer, à la rédaction de laquelle l'ICA va contribuer il y a déjà quelques années maintenant. Donc, on les réinvite sans être sur le détail, à prendre l'engagement d'avoir une vision stratégique, un plan stratégique pour l'alphabétisation et de prioriser les personnes peu alphabétisées dans les prochaines élections. Puis on ventile ça selon trois thématiques transversales, là. Pour faire ça, il faut s'occuper du financement, il faut s'occuper de l'équité et de l'accès, puis il faut s'occuper de la conciliation famille-travail, apprentissage, études, formation, là, selon le thème que vous menez. Les 4 webinaires, le choix des 4 webinaires, dans les 3 premiers en particulier, on a voulu contribuer à créer un momentum pour l'éducation des adultes, d'ouvrir des espaces d'échange et de discussion. Et on a choisi les 3 secteurs qui sont au cœur du droit à une éducation de base au Québec.
la FGA, donc le réseau public d'éducation qui mène à un secondaire 5, l'alphabétisation populaire, vous le savez mieux que moi, le rôle que l'alphabétisation populaire joue dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour des populations marginalisées, et l'éducation populaire, donc de couvrir ces trois leviers dont dispose le Québec pour s'assurer que tous les adultes au Québec aient les bases nécessaires pour avoir confiance en eux-mêmes puis continuer d'apprendre dans une panoplie de sujets quand on est sur la FGA et l'éducation populaire. Et le dernier, donc de réfléchir avec ces trois webinaires-là à la place du droit à l'éducation de base au Québec, pris largement. Et le dernier, sur la politique, visera à permettre à l'ICA de rendre compte de tous ces éléments de réflexion qu'on a recueillis depuis le mois de septembre. Donc, la situation stratégique à l'intérieur des ministères, l'écho qu'on a à l'égard d'une nouvelle politique, la nature des discussions qu'on a pu avoir, mais aussi cette réflexion pour l'ICA débutée en 2019, lorsque formellement l'Institut a demandé une nouvelle politique, qui avait publié à l'époque un document d'orientation qui commençait à argumenter les raisons qui justifiaient l'adoption d'une nouvelle politique. Pour ce qui est de ce webinaire-ci, le mode de déroulement, il n'y aura pas de présentation en long et en large de l'alphabétisation populaire par l'ICA. Vous êtes mieux placés que nous pour le faire. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment d'ouvrir un micro ouvert, open mic, comme certains disent, de permettre d'échanger avec vous, d'entendre. Vous nous parlez à nous, l'ICA, mais aussi dans la mesure où la captation vidéo du webinaire sera largement diffusée, vous parlez à tous ceux qui s'intéresseront à le visionner. Et on a deux grands thèmes qui étaient dans l'invitation. Tout d'abord, quels sont les enjeux et les défis qui justifient une nouvelle politique? Très franchement, là, quand je disais tout à l'heure que dans les échanges qu'on a avec soit les ministres, soit les fonctionnaires, les gens ne sont pas contre, ils voient bien qu'il y a des défis, il y a des enjeux, etc. Mais on nous a fréquemment renvoyé la balle en disant quels sont pour vous ces grands défis et ces enjeux qui justifieraient. Je donnais l'exemple d'une grande réforme du soutien financier pour avoir vraiment une loi qui est plus que des prêts et bourses pour les jeunes en formation initiale, post-secondaire, mais vraiment qui outille financièrement les gens. Est-ce que l'accueil référence, un guichet centralisé au Québec d'accueil et de référence, accompagnement, etc., serait intéressant ou non? Et comment organiser l'interministériel alors que les compétences ne sont pas cannées ou en silo. Le numérique est le bon exemple. Le numérique, c'est l'affaire de tellement de ministères de différentes manières. Si chaque ministère fait son bout de travail pour développer des compétences numériques, on pourrait aussi avoir une action plus intégrée de la part de l'État et des entreprises et d'un peu tout le monde, en fin de compte, là, pour développer le numérique. Donc, premier grand thème, qu'est-ce qui, pour vous, dans votre secteur, justifie une nouvelle politique. Comme je disais, la porte est ouverte, mais l'argument reste à faire. On ne fera pas une politique pour faire une politique parce qu'après 20 ans, il faut faire un document, puis ça sera coché oui. Et plusieurs personnes nous soulèvent dans notre réflexion que la dernière politique a été un document qui avait des passages intéressants, rester plutôt lettre morte. Est-ce que ça a vraiment été un document mis en œuvre, qui a stimulé, qui a restructuré, qui a donné une impulsion à l'éducation des adultes? Plusieurs en doutent, là, au-delà le texte écrit. Donc, on ne veut pas un texte écrit, on ne veut pas un nouveau texte écrit. Il faut le justifier. Et le deuxième, c'est par rapport aux élections de 2022, d'octobre, quels devraient être les grands engagements des partis politiques en alphabétisation populaire d'ici octobre, le 3 octobre, d'ici le vote. Et là encore, souvent, les partis ont peu de vision, peu d'idées. L'éducation des adultes a peut-être l'avantage de ne pas avoir à défaire des points de vue, mais plutôt d'avoir une table rase et de faire valoir des points de vue, puis d'espérer que les gouvernements, les partis politiques plutôt, les reprennent au bon. Donc voilà deux idées. Pourquoi une nouvelle politique? D'aller au-delà de la gestion du quotidien. Le ministère de l'Éducation, à l'intérieur de ses structures, dans ses cadres, peut faire beaucoup de travail avec des objectifs ministériels ou une politique ministérielle. Pourquoi une nouvelle politique gouvernementale serait nécessaire? C'est souvent la question qu'on nous pose. Là. Les ministères font de la job, vous voulez de quoi de plus? Puis, deuxièmement, les élections à venir. Quels devraient être les engagements des partis politiques? Comme je disais tout à l'heure, c'est un micro ouvert. Je vous laisse intervenir.
Puis, vous êtes aussi tout à fait bienvenus d'échanger les uns avec les autres en faisant écho à des commentaires de d'autres personnes. Est-ce que, tout d'abord, il y a des questions de clarification sur la démarche, à la fois des webinaires, mais plus largement, la démarche de représentation politique que l'ICA mène en faveur d'une politique d'éducation des adultes, puis en faveur d'engagements électoraux là, en éducation des adultes largement, puis secteur par secteur. C'est clair pour tout le monde ce contexte-ci du webinaire, des webinaires et la démarche plus large de l'Institut, qui a été notre axe au cœur de notre plan d'action cette année, de prendre la défense de l'éducation des adultes, parce que comme vous, là, on se retrouve souvent à répéter, répéter et répéter et répéter. Ce n'est pas les idées qui manquent, mais on ne voit pas l'aiguille bouger, on ne voit pas les choses changer. Donc, cette année, on s'est dit on va mettre davantage d'énergie à essayer de pousser un peu les quelques portes qui s'ouvrent et voir jusqu'à quel point, d'ici les élections, il y a quelque chose qui pourrait se produire. Donc, j'ouvre pour les prises de parole. J'imagine Ninette, c'est le prénom, ou Madame Ninette, ou Ninette, vous avez la parole. Bonjour, le prénom c'est Ninette, Ninette Pius du Centre d'Arrivée. Alors, un plaisir et puis merci pour cette démarche. Et donc, comme ce thème porte sur l'alphabétisation, alors là, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant aussi, parce que je sais qu'il existe, ou bien qu'il existait, ou bien c'est en veilleuse, le réseau de lutte à l'analphabétisme, où il y a beaucoup de groupes qui ont participé à cette démarche-là. Est-ce que ça n'aurait pas eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de force si toutefois, donc ce webinaire, alors là, c'était fait en collaboration avec tout ce monde-là, ça aurait pu enrichir encore plus la démarche, au lieu que l'ICEA fasse cavalier seul. Moi, je dis en groupe, quand on est en plus grand nombre, on peut aller plus loin et puis on peut se faire entendre, les voix peuvent porter beaucoup plus loin. Alors, c'est juste une question. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? La réactivation du réseau peut être tout à fait bienvenue. Là. Je pense d'ici les élections et la question stratégique en éducation des adultes, d'y aller en coalition très large, est tout à fait pertinente parce que l'ICA n'arrivera pas tout seul à faire bouger l'aiguille. Nos moyens d'action, c'est la recherche et la représentation. Là, il y a un minimum qu'on peut faire. Et pour ce qui est de pourquoi pas avoir ou solliciter le réseau d'autres organismes, on a lancé ces webinaires pour relancer la machine, relancer le travail de représentation publique. Puis c'est pour nous, on est toujours membre du réseau là, et la pandémie l'a mis en veilleuse pendant 2 ans, comme bien d'autres choses. Mais il y a un travail de plus longue haleine, probablement, à repartir la machine, redémarrer le réseau comme structure. Puis la fenêtre d'opportunité pour échanger au printemps en vue des élections en particulier est très, très courte. Donc, par souci d'agilité, pour prendre un mot à la mode, et de rapidité, on relance la machine, mais la structure du réseau est bienvenue. Et si le RGPAC ou les autres partenaires d'ici les élections souhaitent réactiver la structure, l'ICA va y être là, tout à fait, là, très, très naturellement. Merci. Bienvenue. Autre réflexion, commentaire? Caroline. Moi, je me questionne. Caroline Platte, là. Oui, oui c'est vraiment mon nom. Il y a quelques Carolines. Oui, c'est bon. Donc, oui, c'est ça. Moi, je me questionnais un peu parce que là, la question était plus autour de la démarche, en fait. C'était plus comme... parce que là, je comprends que c'est comme avant les élections, mais tout ça, ça s'est mis en branle vraiment dans les derniers temps. Hein. J'ai comme l'impression qu'on est comme un peu bousculé dans le temps. Est-ce que c'est... Il y a une raison pour laquelle on est arrivé rapidement à ça? Y a-t-il un événement qui a propulsé les choses, bouleversé les choses un peu? Par rapport à ce webinaire-ci? Oui, à la mise en œuvre là, un peu de la consultation, du webinaire, tout ça. Ben, depuis l'automne, on est dans une campagne de représentation politique large. On constate que l'éducation des adultes est marginalisée et qu'il y a beaucoup de travail à faire pour la mettre sur la carte. Janvier, février, on a été dans des échanges avec des ministres, des cabinets, etc.,
on sent qu'il y a une porte ouverte, puis il faut remplir le contenant, si on veut. Il faut remplir le contenant. Et pour nous, ben, ça devenait naturel d'y aller sur ce qui est, entre guillemets, le plus urgent, les besoins les plus grands. FGA, alphabétisation populaire, éducation populaire, à la fois sur les apprenants, mais les réseaux, les organismes eux-mêmes, puis de permettre par un espace d'échange de créer, d'essayer à l'intérieur de nos capacités d'ICA, de mettre à l'avant-scène ces enjeux et de les diffuser. Donc, ce n'est pas une urgence, là, c'est un travail de succession. Du coup, qu'on a senti qu'il y avait de l'ouverture dans les échanges qu'on a avec des ministres et des attachés politiques et des fonctionnaires sur l'idée d'une nouvelle politique. Bon, les élections, c'est une figure de style qui s'impose. Ça devenait naturel là, de continuer de rajouter une couche à la discussion. Donc, il n'y a pas d'événement ou d'urgence. Il y a juste un air d'aller d'un momentum que l'ICA essaie de créer puis qui s'ajuste en cours de route selon les ouvertures. Si on avait eu des portes fermées à double tour, il aurait fallu probablement discuter différemment de ce qu'on peut faire. Mais du coup, qu'il y a des portes ouvertes, l'intérêt de faire valoir les défis des enjeux en alphabétisation populaire s'imposait. On aurait pu prendre la formation de la main-d'œuvre en biotechnologie, mais ça n'aurait pas été ajouter quelque chose d'important au débat. Solange? Je suis contente d'entendre qu'il y a des ouvertures, mais il y a toujours des ouvertures à la veille des élections, de toute façon. Ben, tu sais, moi, dans un premier temps, quand j'ai lu ça un peu, puis le lien avec le webinaire d'aujourd'hui, je me disais, mais parce que, tu sais, quand on parle de politique, écrire une politique, et on se l'est fait jouer assez souvent, ça prend du temps, ça occupe du monde, puis le plan d'action, ben, il vient toujours un peu plus tard. Moi, je pense qu'il y a une urgence d'agir qui fait en sorte qu'il faut qu'il y ait un plan d'action, mais pas dans 4 ans. Puis, moi, j'aurais le goût de dire, sortons des documents qui sont encore pertinents aujourd'hui. Je regardais l'avis du Conseil supérieur de l'éducation de 2013. Je l'ai relu rapidement un peu ce matin. Il y a des affaires là-dedans là, qui sont très pertinentes en 2022. Des recommandations qui ont été faites par du monde, bon, qui ont un peu plus de crédibilité, mettons, que nous, selon aux yeux du gouvernement. Puis, tu sais, ça a pris le bord des tablettes. Fait que moi, puis il y a plein de mémoires qui ont été écrites aussi. Le regroupement, je pense qu'on a des mémoires qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas le goût que parce qu'une politique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on écrit, puis après, on agit. Moi, je pense que c'est un plan d'action gouvernemental qu'il faut demander, qui va s'appuyer sur des constats qui ont été faits précédemment, puis qui sont encore pertinents aujourd'hui. Tu sais. Puis tantôt, tu parlais je pense que l'accessibilité doit avoir une partie importante. Tu parlais d'un guichet unique. Ça ne marche pas, les guichets uniques pour notre monde. Les personnes peu alphabétisées, qui sont loin des réseaux, une majorité vivent de la pauvreté, ont des conditions de vie difficiles. On oublie ça, les guichets uniques. Ça prend des ressources dans le milieu, près des personnes. C'est ça qui va améliorer l'accessibilité, pas quelque chose qui est centralisé. Je te donne comme référence le guichet unique. Comment il s'appelle, là? J'ai oublié. La référence, là, il faut... Les SARCA. Mais on n'a jamais eu de référence de ce monde-là. Là. C'est trop loin du monde. Et l'autre idée, je ne vais pas prendre toute la place, mais l'autre idée, c'est quand on parle de soutien financier, ça aussi, oui, on peut avoir une vision large, mais il faut aussi, ça serait intéressant d'avoir un soutien financier pour les personnes plus alphabétisées. Puis, qu'est-ce qui va faire que les personnes vont décider de s'alphabétiser? Oui, le financement, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des campagnes nationales sur du moyen terme qui va parler d'alphabétisation puis de possibilités d'apprendre aujourd'hui, ça ne marchera pas. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je vais peut-être revenir tantôt. Le diagnostic que tu fais, Solange, c'est le même. Au mois d'août, quand on réfléchissait à l'ICA, notre plan d'action, je vais le résumer de même. Là. Les gens du CA, etc., disaient on a écrit beaucoup depuis 4-5 ans, mais on ne réussit pas à faire changer les choses. On peut-tu cette année écrire moins puis mettre nos ressources de manière à faire des représentations, essentiellement? Fait qu'on faisait le même diagnostic. Puis la remarque sur une politique est importante. Ça aussi, on l'entend. Même celle de 2002, c'est un texte
tabletté ou non, etc., mais on n'en a pas vu une réalité, même s'il y avait son plan d'action à ce moment-là, etc. Donc, cette réflexion-là, depuis 2019, on se dit, on ne veut pas un document pour avoir un document. On veut que la politique soit quelque chose qui change et qui a un impact. Donc, là-dessus aussi, cette réflexion-là. Et notre plateforme politique, c'est un peu teinté de ça parce qu'on s'est dit, faut être le plus pratico-pratique, le plus pragmatique, le plus, etc. Réussir à aller faire bouger un peu les choses. Mais dans tous les cas, l'ICA comme organisme n'a pas les moyens politiques de vraiment, on peut mobiliser les milieux. Mais le même, on fait des écrits, on essaye de convaincre par des recherches, par l'argumentaire. Mais le diagnostic que tu fais, c'est le même qu'on a fait. C'est faux. On a écrit pendant 7, 8, 10 ans, la dernière décennie, tout ce qu'il y a à faire, on l'a dit, nous et d'autres sectoriellement. Donc, le défi, il est stratégique et comment réussir à faire bouger les choses. Ça, c'est une question qui est de plus en plus fondamentale dans les discussions à l'Institut, aller au-delà l'écrit. Caroline Meunier. Oui, là, je ne sais pas combienième, Caroline. Oui, c'est ça, vous êtes quelques-uns. Bonjour Daniel, bonjour les collègues de l'ICA, bonjour les collègues de l'Alpha Pop et bien d'autres. Je vois le CEDAF aussi. Je vais me lancer comme Solange. Effectivement, oui, avons-nous besoin de 22 autres politiques, mais pas d'action concrète parce que je me souviens, lorsque l'évaluation du premier plan d'action de la politique en éducation des adultes en 2007, on réclamait déjà la prochaine et des avancées puisqu'on avait considéré que les avancées n'avaient pas été énormes, du moins dans le champ de l'alphabétisation puis de la lutte à l'analphabétisme. Donc, c'est sûr, et tu le mentionnes, Daniel, je pense que je l'ai aussi amplement mentionné à différentes rencontres à l'ICA, c'est une question, oui, de stratégie. Mais je pense qu'il y a une absence de vision globale sur la question de la lutte à l'analphabétisme. Il manque de mesures structurantes, il manque de mesures cohérentes et je pense qu'avec le réseau de lutte à l'analphabétisme qu'on a tenté d'initier il y a quelques années, on réclamait justement une stratégie nationale dans laquelle on proposait des actions bien concrètes. Donc, je pense qu'il faut remettre de l'avant l'ensemble des éléments qui figuraient à ce moment-là. Mais je pense que c'est ça. Il faut être en mesure de convaincre parce que je pense que des contenus, on en a amplement mentionné. Donc ça, je vais mettre ça, mais il manque de volonté politique. Puis je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher, puis aller créer, oui, une conversation avec les futurs élus et s'assurer qu'ils comprennent bien aussi les contours du problème sur lequel on travaille. Puis j'y reviendrai peut-être un deuxième élément, la question des statistiques sur la littératie. Hein, lorsqu'on veut infléchir sur un problème, il faut bien le comprendre, il faut bien connaître ses contours et je crois que nous devons nous doter au Québec d'un portrait encore plus précis sur la question de l'analphabétisme, de la littératie. On en a le dernier, c'est le PK. Avant ça, le IACA. On attend la prochaine grande enquête internationale sous peu, on va se le souhaiter, mais je pense que le Québec doit aussi aller plus loin comme il avait été en 2003, de se donner une meilleure compréhension du problème puis des réalités que ce problème-là de l'analphabétisme ou de la faible littératie côtoie. Je pense que si c'est bien compris, on comprend bien puis que c'est bien compris, oui, par les élus, mais par l'ensemble de la société. Je pense qu'on a un travail puis il faut aller se donner ce portrait-là pour être mieux à même de faire comprendre nos réalités. Il y a tout un pan et Solange l'a mentionné, toute la question de la reconnaissance, du financement, du respect de l'autonomie des organismes, donc du réseau des groupes d'alphabétisation populaire. Donc, je pense que ça, c'est encore toujours d'actualité, malheureusement. Donc, la reconnaissance de notre travail, le respect de notre autonomie, la reconnaissance de notre contribution en soi pour lutter contre l'analphabétisme et accompagner des adultes à renouer avec l'écrit. Je pense que ça, encore là, il faut toujours le redire et mentionner qu'on est un réseau en soi. On n'est pas au service du réseau formel, on est le réseau non formel qui a ses propres tenants et aboutissants et probablement que des adultes n'iraient pas ailleurs. Les adultes qu'on reçoit chez nous, oui, certains ont fait une tentative dans le milieu formel, ça n'a pas fonctionné.
D'autres passent par le réseau des groupes d'alphabétisation populaire pour ensuite retourner dans le milieu formel, mais en soi, on est un lieu d'apprentissage et les adultes que les organismes rejoignent, ils sont là avec leurs objectifs et on les accompagne pour atteindre ces objectifs-là. Donc, je pense qu'il y a encore, malheureusement, malgré les décennies qu'on a derrière la cravate, il y a encore une question de reconnaissance, oui, de financement de base, de financement à la mission et de respect de l'autonomie des organismes parce que c'est cette autonomie-là qui nous permet justement de réaliser les démarches d'alphabétisation et les réussites des adultes. Donc ça, c'est tout un pan. Je reviendrai aussi sur toute la question du soutien aux adultes qui est le nerf de la guerre, là, Solange qui faisait référence, toute la question de l'aide financière aux adultes. Mais je voudrais aussi mentionner toute la question, puis Solange l'a aussi dit, toute la question de la sensibilisation, promotion, pour faire en sorte que les adultes connaissent les ressources dans le milieu et puissent y venir. Et là, on parle entre autres de toute la question du recrutement des adultes et de la référence. Donc, la question des SARCA, ça ne fonctionne pas pour le milieu populaire. La question, encore là aussi, des centres locaux d'emploi, on sent qu'il y a encore des défis par rapport à la référence auprès des adultes peu alphabétisés et la question de la ligne Info Alpha aussi, qui est la ligne gouvernementale où on n'en a pas de référence par rapport à ça. Donc, c'est sûr que pour rejoindre les adultes puis qu'on demeure pertinent, il faut qu'ils viennent jusqu'à nous et ça prend une communication qui permet de faire connaître les ressources du milieu et aussi qu'il y ait d'autres acteurs qui nous connaissent pour être en mesure de référer les adultes chez nous. Fait que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, il y a plusieurs éléments fondamentaux, là. La question du réseau, quand l'ICA réfléchissait en prévision de sa plateforme électorale, comme la question fondamentale du réseau est double, hein, c'est faire ensemble, puis l'intergouvernemental, que ce n'est pas le ministère de l'Éducation tout seul. Puis pour nous, c'est une des principales raisons qu'il y a une nouvelle politique, d'avoir de quoi de vraiment gouvernemental. Il y a plein d'enjeux dont les solutions dépassent l'action d'un seul ministère. Il y en a plein. Et ça devenait naturel pour nous. Puis l'autre bout du réseau, c'est le levier stratégique. Parce que vous êtes un réseau, vous sortez d'une semaine de la semaine de l'alpha, vous faites des campagnes régulièrement. Cette question-là stratégique, elle est récurrente à l'ICA depuis quelques années. On n'arrive pas collectivement ou en sous-secteur ou en regroupement là, à avoir un impact. Pourtant, l'éducation des adultes, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organisations syndicales, communautaires, les ordres d'enseignement, les 3 ordres d'enseignement, etc., etc. Il y a quelque chose à l'échelle stratégique, le mouvement, on va le dire de même, sous l'angle du mouvement de l'éducation des adultes qui n'arrive pas à réussir. Et vous êtes un réseau, c'est fréquent, vos campagnes très locales ou provinciales, nationales, c'est très fréquent. Fait qu'il y a quelque chose là qui reste un défi. C'est un défi pour l'ICA comme Carrefour et comme organisme qui, avec bien d'autres, répète l'importance de l'éducation des adultes, m'a l'impression d'avoir un dialogue de sourds. Les statistiques, c'est 2012, le dernier PK, on a des statistiques à tous les 12-13 ans. Là. Entre-temps, ça serait hyper important qu'il y ait quelque chose qui nous permette de mesurer. Puis en même temps, littératie, c'est pas tout à fait égal à l'alphabétisme. Là. Il y a un truc qui est mesuré, mais ça l'aide, mais c'est pas tout à fait égal à ce que l'alphabétisation mesure. Mais il y a un vide total. On n'a pas à mi-chemin, là, dès que ça fait plus de 6 ans, c'est comme une cohorte quasiment. Là, on reste dans le désert à citer des données de 2012. Et là, ça, c'est fondamental. Ça serait justifié que le Québec se donne d'un mécanisme de collecte d'informations sur l'analphabétisme. Et je sais pas comment dire, la marginalisation de l'alphabétisation populaire dans les politiques, dans le discours, est importante parce que ce qu'on observe, nous, c'est, vous le voyez là aussi, le mot alphabétisme, alphabétisation tend à disparaître pour littératie, compétences essentielles. Et les gouvernements commencent à réorganiser leur discours, le font là, depuis un bon bout de temps. Le fédéral est rendu depuis une quinzaine d'années à utiliser compétences essentielles. Et là, c'est compétences pour réussir, etc. Il y a une espèce de déplacement du débat sur l'éducation, l'alphabétisation qui n'utilise pas le mot.
Donc, ça devient d'autant plus important, là, ce défi-là. Après, ça reste tout le temps comment vous faites valoir depuis des années, des décennies, ce que tu disais, Caroline, sur l'autonomie, le respect, à la limite, c'est le mot qui me venait à la bouche, là, le respect des organismes, de leur autonomie, de l'approche alphabétisation populaire, puis ultimement des populations desservies. Parce que là, il y a un effet de marginalisation importante des gens peu alphabétisés. Puis quand on voit au Québec que c'est rendu à peu près à 10%, là, les personnes de 25, 65 ans sans diplôme d'études secondaires, il y a numériquement une marginalisation. Et en étant marginalisé numériquement, il y a un énorme risque de disparaître du radar. Et là, il y a un enjeu majeur, important, qu'on constate, nous, mais après l'avoir constaté, ça ne fait pas changer les choses de le dire. Fait que là, cette question-là de l'alphabétisation populaire reste centrale. Puis toi, c'est important que l'ICA mette le focus dessus, qu'on crée ces espaces pour, à notre manière, avec nos membres et hors du secteur de l'alpha-pop, de mettre l'alphabétisation populaire comme méthode, comme réseau, comme organisme et les personnes desservies par l'alphabétisation populaire. Parce que là, le risque qu'on constate, c'est d'être poussé à la marge dans tous les sens du mot en faveur de littératie, en faveur de compétences essentielles. Là, le fédéral est même rendu à compétences pour réussir. Donc, même compétences essentielles est mis de côté. Et en élargissant aux compétences essentielles, un des risques qu'on peut voir, c'est que les compétences pour réussir, qu'on peut être scolarisé puis pas être capable de travailler en équipe. Donc, ça l'élargit à tout le monde les besoins de compétences, puis en élargissant à tout le monde, ben, ça met dans l'ombre les gens qui ont des besoins de compétences d'alphabétisation, de littératie, de numératie. Il y a un vrai enjeu de contexte qui peut-être explique la marginalisation. Version 2022. Isabelle? Oui, bonjour tout le monde. J'ajouterais à ce que tu viens de dire, Daniel, et à ce que Caroline a dit aussi, parce que je suis vraiment totalement d'accord avec vos analyses, que pour moi, une politique intergouvernementale d'éducation des adultes avec un fort accent sur l'alphabétisation et l'analphabétisme, ça permettrait, je le souhaite, que en fait, ce soit un angle d'analyse des politiques publiques, un angle d'analyse de la création des politiques publiques et de leur mise en œuvre dans tous les ministères, dans tous les organismes, pour que ce soit comme une veille, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des nouvelles politiques publiques qui créent davantage d'exclusion sociale pour les personnes moins alphabétisées. De la même façon que, par exemple, l'ADS+, c'est quelque chose qui est utilisé comme un angle d'analyse pour qu'on vérifie qu'on ne crée pas davantage d'exclusion envers les femmes quand on crée des nouvelles politiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions gouvernementales, c'est pas que je le pense, c'est que c'est le cas, il y a beaucoup d'actions qui créent davantage d'exclusion sociale pour des personnes moins alphabétisées, juste parce qu'elles ne sont pas réfléchies sous cet angle-là. En offrant énormément de services gouvernementaux en ligne et en fermant des points de service physiques, etc., gouvernementaux, là, on renforce l'exclusion sociale pour un certain groupe de gens, etc., etc. Et avoir une politique, je pense que ça pourrait vraiment aider, en tout cas soutenir cette réflexion-là et j'espère permettre de prendre en compte que quand on crée des programmes, des politiques, des stratégies dans n'importe quel champ, il faut prendre en compte cette partie de la population. C'est ça. Oui. Je trouve dans ce que tu dis, Isabelle, si ma mémoire est bonne, dans les années 80, avec le colloque en toutes lettres, il y avait cette réflexion de services publics qui prennent en compte le niveau, pas de littératie à l'époque, d'alphabétisation. Maintenant que le passage au numérique, l'écrit est partout, à coup de site web, à coup etc., etc. Et probablement cette question-là est d'autant plus importante maintenant, à l'autant, pas d'autant plus, tout aussi pertinente aujourd'hui, parce que l'écrit par l'ordinateur
et l'Internet prend de plus en plus de place et l'État l'utilise de plus en plus. Donc, ça serait pertinent. Puis, c'est important, l'illustration que tu fais de l'intergouvernemental, parce que sans cabotiner, l'espèce d'écho qu'on a ou de réaction qu'on a des ministères, c'est déjà compliqué de travailler en silo. Là, vous voulez qu'on travaille ensemble. Et c'est comme une dissonance cognitive. C'est pas qu'ils sont contre intellectuellement. C'est comme si la forme concrète que ça doit prendre est super compliquée. Puis quand ils réussissent à cheminer, ça va être à coup de protocole super sophistiqué de comment on transige les uns avec les autres et ils ne sont même pas rendus à comment on partage le financement. Mais ils le font déjà sur certaines. Il y a certains. Ça existe déjà. La politique de développement durable, elle est intergouvernementale. Il y a des objectifs à atteindre dans tous les ministères en développement durable. Ils doivent avoir des plans d'action. La BANQ, parce que c'est un organisme d'État, doit le faire. Ça se peut, ils peuvent le faire. Oui, c'est un bon exemple, le développement durable, parce que c'est vrai que dans les rapports annuels, il y a des rapports sûrs et ils doivent en tenir compte. Voilà. Caroline, Platt? Oui, en fait, dans le travailler ensemble, moi, ce que j'ai l'impression souvent, en tout cas dans mon coin, ce qui se passe, c'est que c'est pas travailler ensemble, c'est faire appel à l'éducation populaire pour venir boucher un trou, servir de béquille. C'est vraiment, on est là juste, on soutient, le soutenir. Ou, non, on n'a pas de financement pour faire telle affaire, fait que, vous autres, vous pourriez le faire. Fait que c'est comme, aussi dans le travailler ensemble, je sais que Caro en a parlé, Solange, on parle de reconnaissance, mais pour moi, il y a pas juste penser qu'on existe quand ça arrange, mais vraiment travailler ensemble les enjeux et donc la répartition du financement, ces choses-là. Mais je trouve que dans la façon dont ça se fait, c'est comme souvent subtil, là, mais c'est là. On n'est pas sur le même palier quand on travaille ensemble. Là. Puis dans la politique de 2002, là, il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée parce que je l'avais trouvée quasiment insolente. Quand on parle, et c'était dans la foulée de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, où le ministère de l'Éducation disait, moi, mes groupes communautaires, c'est l'ALPHAPA. L'éducation populaire avait été redistribuée dans toutes sortes de ministères. C'était dit, pour justifier le partenariat avec les groupes d'ALPHAPA, pour les personnes qui ne peuvent pas fonctionner dans le réseau public, qui ne veulent pas fonctionner dans le réseau public, et c'était placé comme palliatif. Ouais. Pour ceux qui ne fonctionnent pas dans la vraie affaire, il y a ça. Et j'avais trouvé que sur le fond, dans l'écriture, c'était pas très génial. Là. Il y a probablement quelqu'un de plus diplomate qui aurait pu passer par-dessus la phrase. Là. Mais ça avait été placé comme ça, comme pourquoi reconnaître les groupes d'ALPHAPOP à l'époque. Puis ça témoignait du problème que tu soulèves. Là. C'est ça. Et puis même, je veux dire, jusqu'à très récemment, je pense que Caroline Vergé-Pac pourra nous le dire, là, on était, le titre de notre direction, c'était au soutien. Hein? Caroline, on était au soutien à l'éducation des adultes. Donc, on n'était même plus dans des groupes communautaires autonomes. Il n'y avait plus vraiment notre nature. Là, on est revenu des partenaires, je pense, si je ne me trompe pas. Donc là, on a un nouveau titre. Là, on est des partenaires. J'ai hâte de voir, c'est ça, si le partenariat est très utilitaire ou dans une réelle intention de partenariat. Là. Tout ce volet des échanges là, qu'on peut résumer dans reconnaissance ou etc., il devient de plus en plus majeur parce que c'est pas exagéré de dire qu'on devient de plus en plus dans un autre contexte, qui n'est pas celui de 2000 et qui n'est pas celui d'avant et qui est vraiment différent. La politique de 2002 aujourd'hui, ça vaudrait peut-être même pas la peine de la réimprimer parce qu'elle est dépassée, le numérique n'est pas là, etc. Et là, pour l'alphabétisation, apprendre à lire, écrire, francisation tout large, et le monde, l'alphabop comme secteur, c'est vraiment important ce contexte-là, puis comment réussir à percer dans ce contexte-là, parce qu'il bouge tellement vite, et le secteur privé, en passant même en alphabétisation populaire, pas populaire dans ce cas-là, mais en alphabétisation, il est là. Les applications d'apprentissage de langue sont super connues, utilisées. Il y a des applications pour s'alphabétiser. Fait que ce secteur-là existe aussi
et prend énormément de place. Donc, à un moment donné, le rôle de l'État, du bien public, dans tout ça, du bien commun, se pose parce que, tranquillement, pas vite, il y a une espèce de quelque chose qui est grugé en faveur du privé et ça implique aussi l'alphabétisation. Marlène Gagné? Oui, bonjour Daniel. Ah, attends. Oui, c'est bon. Puis bonjour à tous. Je regardais si mon son était ouvert. En fait, je représente la Fédération des centres de services scolaires et ce que j'entends m'attriste un peu, mais ce n'est pas de l'inconnu. Quand j'entends la dernière, Caroline, tu viens d'intervenir en disant partenaire. C'est ce que je souhaite. Je souhaite une politique, en fait, la Fédération souhaite une politique inclusive. Je pense que le bas blesse dans la communication. Dans tout enjeu dans lequel on est impliqué actuellement pour la formation générale des adultes, la formation professionnelle, les deux secteurs d'enseignement dans lesquels je suis, c'est la communication. J'entends qu'au niveau des centres de services scolaires, on a la formation générale adulte, on a les SARCA, on a les services de référencement, d'accueil pour les élèves, mais j'entendais la première intervenante, Solange, je crois dire on n'est pas référé. Ça m'attriste. Et c'est à géométrie variable. Je suis certaine que certaines régions le font de façon naturelle, en partenariat. Peut-être que d'autres sont plus inclusifs. Donc, ce que je souhaite, c'est une politique inclusive ou une démarche inclusive. Un n'exclut pas l'autre. Je ne pense pas qu'il y a un guichet unique. Je pense qu'il y a effectivement un individu doit avoir plusieurs portes d'entrée pour aller chercher la compétence souhaitée. L'autre commentaire que je voulais dire, c'est par rapport à tout ce qui est numérique. J'arrive de vacances et je l'ai vécu. Tout ce qui était numérique, j'ai trouvé ça exponentiellement difficile d'avoir à remplir toutes les données inhérentes à mon arrivée et à mon retour au Québec. Puis je comprends, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans un centre de services scolaires, il y avait eu une campagne sur comment on s'adresse à un élève, comment on s'adresse à un adulte et comment on utilise un langage adapté à cet adulte-là. Je trouve que dans probablement 10 ans-là, si ma mémoire est bonne, on a perdu cette notion-là de s'adresser à un individu. Comment ça? On est habitué à un langage éducatif. On est habitué à un langage je dirais, dans notre vocabulaire à l'interne. Alors, quand on adresse quelque chose qui s'adresse justement à une clientèle très ciblée, on n'a pas le bon message souvent. Je trouve que l'enjeu, si vous me le permettez, beaucoup dans la communication. Et j'ai bien aimé le rapport à mesures structurantes, mesures cohérentes, actions concrètes, préciser de façon claire, précise et simple qu'est-ce que l'on souhaite, mais très, très succinctement pour cogner à la porte du ministère. Et ce n'est que ça, mais c'est tout ça. D'abord, l'inclusion, le travail en inclusion. Alors, je m'arrête là-dessus. Le numérique est fondamental. Tu sais, il y a un débat au Québec, qu'est-ce qui est systémique ou non, là? Mais je pense que ce n'est pas trop litigieux de dire, sur le plan politique et de l'analyse, que le numérique crée de la discrimination systémique. À la fois sur avoir la machine, financièrement, savoir comment ça marche. Ce n'est pas juste connaître des applications. Là, les gens lettrés n'ont peut-être pas une connaissance de certaines applications importantes. C'est aussi la place de l'écrit dans tout ça. Et là, ça devient une porte d'entrée. Toutes les organisations, ou en tout cas les gouvernements se passent au numérique, pas se numérisent, mais passent au numérique, mais etc., etc. Et là, ça devient systémique. Et c'est là qu'on a un chantier bien différent de ce que c'était à une autre époque. Sur les partenariats, parce qu'il y a des partenariats, peut-être aussi on est en train de rentrer dans une nouvelle dynamique de partenariat. Il y a les modèles des 30-40 dernières années, là, travailler ensemble, s'entendre ou non, puis avec peut-être hiérarchie là, des relations entre les uns ou les autres. Mais on commence à avoir de plus en plus des partenariats beaucoup plus organiques.
où les services s'intègrent les uns aux autres pour répondre aux personnes. Et là, c'est un peu plus que je fais mon bout de chemin, puis tu fais ton bout de chemin, puis on fait une table de concertation, puis une fois par 2 mois, on se rencontre, puis on dit ce qu'est le bout de chemin qu'on a fait. C'est beaucoup plus organique. Et ça aussi, je pense qu'il y a une nouvelle réalité où le privé se réussisse à s'immiscer au travers des partenariats plus organiques là, à l'intérieur des établissements d'enseignement, on le voit, etc. Et fait que là, il y a comme un autre game qui est en train de jouer. Puis là, je pense aussi, là, faut mettre à jour un peu la connaissance qu'on peut avoir. L'ICA le fait à sa manière sur certains de ces partenariats-là. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. Puis dans tout ça, bien, il y a tout le temps l'effet de dire bien, on construit une société pour des lettrés, technophiles, etc. Puis on investit dans la main-d'œuvre fortement scolarisée ou non, etc., etc., etc. Puis le focus est de moins en moins mis sur des populations marginalisées. Et là, je pense qu'il y a un défi politique au-delà de l'éducation des adultes, là, mais le monde de l'éducation des adultes sur les gens peu scolarisés, sans DES. C'est intéressant à notre dernier webinaire où on parlait des adultes de 25-65 ans qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, qu'une partie de la discussion est revenue aux 16-20 ans sans diplôme d'études secondaires. C'était un révélateur de la difficulté de mettre les enjeux d'apprentissage des gens de 30, 40, 50 ans à l'avant-scène. Et encore plus, ceux de ces personnes qui sont faiblement alphabétisées. Il y a un méchant défi là, qui devient constant, puis est comme une espèce de plafond à faire sauter pour réussir à percer dans la discussion publique. Oui, Marlène? Nina, excuse Daniel, oui. Si vous me le permettez, ceux qui ont la main levée, j'aurais une petite dernière intervention parce que tantôt on a parlé on a une conjoncture économique avec les élections, mais c'est pas ça qui est. Moi, je trouve que oui, on a un levier là, mais depuis 2 ans, la pandémie a fait en sorte que l'adulte a pris aussi, l'éducation des adultes a pris un essor. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, alors les entreprises ont besoin d'aller chercher les gens dans leur maison et de leur amener de la formation. Donc, ça aussi, c'est une extraordinaire conjoncture. La pandémie fait en sorte qu'on a besoin de tous et chacun ensemble et de les amener à aller chercher de la qualification, quelle qu'elle soit. Oui, ça, c'est une porte ouverte. C'est un peu un angle que l'ICA prend en disant il y a une porte ouverte là. C'est peut-être pas traité par le gouvernement comme on souhaiterait, mais la porte est ouverte. Comment on peut rentrer dans ce thème-là puis essayer de l'élargir? Parce qu'il reste central, c'est la colonne vertébrale, sinon l'essentiel des actions gouvernementales en éducation des adultes, même si là, on est un morceau de la formation de la main-d'œuvre. Ninette et après Annie. Ninette? Oui, merci. Alors là, on parlait vraiment de l'humain dans tout ça. Moi, je dis l'humanisation des services. C'est ce qui va permettre aux personnes faiblement scolarisées de se sentir partie prenante, de pouvoir faire partie de cette société, pour arriver finalement à cette société inclusive. Parce que là, on l'a vu donc, au cours des 2 dernières années avec la pandémie. Alors, les personnes de faible scolarité étaient vraiment marginalisées, ne comprenaient pas dans un langage inaccessible. Le langage n'était pas clair, n'était pas simple. Alors, les gens ne comprenaient pas. Il y avait des conférences de presse tous les jours de la part du Premier ministre et son équipe. Alors, les personnes de faible scolarité ne comprenaient pas grand-chose. Alors, donc moi, je me dis, ce qu'il faudrait dans qu'on veut développer en ce qui a trait à l'alphabétisation, c'est vraiment qu'il y ait le plan de communication. Ce plan de communication-là, que le langage simplifié, clair, puisse être mise de l'avant et quand le gouvernement et tous les autres ministères et la population en général, quand on intervient pour permettre à tout le monde de comprendre, alors il faut que ça soit dit dans un langage accessible, dans un langage simplifié pour que le message puisse arriver à tout le monde. À ce moment-là, on n'aura pas une société à 2 vitesses où on a des personnes donc, avec des informations qui sont faites pour les lettrés et puis les autres qui sont en arrière et puis qui n'arrivent pas à prendre le train comme tout le monde. Alors ça, moi je dis, ensuite, ce que nous avons besoin vraiment, on voit la fracture numérique, ce que ça donne. Alors,
faudrait-il pas qu'il y ait vraiment une campagne de promotion pour l'alphabétisation? Parce que l'alphabétisation est mise au rencard. Alors, c'est comme si au Québec, on a peur de parler. Nos dirigeants ont peur de parler. La société a peur de parler. C'est parce que, donc c'est vraiment, on a honte. C'est ça le mot. Alors, comment peut-on faire pour changer tout ça? Alors, si l'ICEA, dans ce qu'elle ramasse et puis sur la plateforme, on peut faire en sorte que tout le monde fasse partie de cette société. Alors, comment y accéder? On sait que c'est par l'éducation. Alors, sans éducation, on ne peut rien faire. Donc, que ce soit au niveau numérique ou n'importe comment. Donc, ça veut dire l'éducation, c'est la base. Et puis, l'alphabétisation des personnes de faible scolarité donc, doit devenir donc, un défi majeur qu'on est capable de relever. Donc, on parlait tantôt de référence. Alors, à Montréal, qu'est-ce qu'on reçoit comme référence? Pourtant, il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. Alors, il y a beaucoup de personnes de souche qui sont vraiment de faible scolarité. Alors, est-ce qu'il existe une ligne qui pourrait nous référer les personnes qui ont besoin de cette démarche, qui ont besoin d'entrer en communication, des personnes qu'on peut aider pour leur faciliter l'accès à tous les services existants parce que ces personnes-là, le plus souvent, pour y accéder, ont besoin de se faire accompagner. C'est pas normal. Alors, on parle de l'autonomie. L'être humain doit être autonome. Alors, comme il faut l'outiller pour qu'elle puisse devenir autonome. Alors, les organismes en alphabétisation sont là pour le faire. Alors, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas la reconnaissance financière, mais il n'y a même pas la reconnaissance de nos réseaux, de nos actions. Alors, moi, je crois qu'il faudra considérer cet aspect-là dans la consultation, ce qu'on compte faire. Alors, c'est comme Françoise le disait au tout début, c'est pas une politique, c'est un plan stratégique pour qu'on puisse vraiment, une fois pour toutes, enrayer, ça aurait pu être le mot, ça aurait pu être le terme juste, enrayer l'analphabétisme. C'est ce que ça devrait faire. Alors, et puis que sur un horizon de 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais il faut se donner des limites aussi. On peut bien créer, on peut bien dire des choses, mais si toutefois il n'y a pas des résultats à rendre après chaque période, par exemple, le gouvernement va être élu pour 4 ans. Alors, au bout des 4 ans, qu'est-ce qui aura été fait? Il faudrait qu'il y ait, un sorte de baromètre pour déterminer, voilà ce qui a été fait. Alors si c'est l'ICEA, donc en éducation des adultes, alors un baromètre, voilà ce qui a été prévu, voilà ce qui a été annoncé, voilà ce qui a été fait. Alors, pour qu'on puisse vraiment, il faut que le gouvernement arrive à rendre des comptes. C'est ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Oui, ça fait 2-3 remarques. C'est intéressant au lieu de demander une politique, de demander tout de suite un plan d'action ou des actions majeures, de tout de suite aller sur le terrain. De ça, il y a quelque chose d'intéressant parce que souvent, les partis politiques ont le défaut d'une qualité. Ils sont très pragmatiques. Ça peut devenir un défaut, mais ça devient une qualité si on leur parle très concrètement dans leur langage à eux. Mais Ninette, ce que je trouve pour l'ICA, les 24 derniers mois ont été un peu décourageants sous l'angle de l'éducation des adultes, parce que le gouvernement n'a pas pris en compte les adultes. On a parlé de continuité scolaire des jeunes. Et toutes les premières annonces ne nommaient pas la FGA, là, si on reste juste à l'intérieur des établissements publics, ou quand elle était nommée, ça a été jugé plus ou moins pertinent, pas adapté. Ça a pris du temps. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est, d'une certaine manière, tout le succès des mesures gouvernementales a reposé sur les épaules des adultes. Leur capacité de faire les devoirs avec les jeunes, leur capacité de gérer leur santé mentale, physique, leur capacité de comprendre l'information sanitaire, leur capacité de plonger dans le numérique comme nous tous ne l'avaient pas fait jusqu'à maintenant. Le 24 mois, on vous aurait dit on fait un webinaire sur Zoom, tout le monde m'a renvoyé des courriels. Qu'est-ce que Zoom? Maintenant, c'est plug and play. Puis donc, là-dessus, ça a reposé sur les épaules des adultes qui ont été laissés à eux-mêmes comme apprenants et les secteurs n'ont pas été mobilisés. Donc, les 24 derniers mois sont un peu décourageants sous l'angle, ont illustré jusqu'à quel point, je ne veux pas avoir l'air trop pessimiste, ce n'est pas dans ma nature de toute façon, mais la montagne est assez importante à monter, pour le résumer de même. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe qui roule la roche, puis aussitôt qu'il prend une pause, elle déboule jusqu'en bas, puis il doit recommencer. On est un peu là. Et la pandémie a montré l'importance des compétences des adultes, ou de la capacité des adultes d'apprendre, mais les a laissés à eux-mêmes, sous l'angle de l'État. Et là, il y a quelque chose qui est révélateur de ce qu'on savait déjà, mais qui est drôlement
douche d'eau froide. Annie, et après Solange. Oui, j'aime beaucoup la passion et la fougue de Ninette. Dans le fond, dans le plan d'action gouvernemental, le langage accessible, justement, là, devrait être, c'est quelque chose, c'est une action qui est très concrète puis qui peut être appliquée là, dans l'ensemble des différents ministères. Toutes les communications avec la population, qu'elles soient toujours dans un langage simple et accessible. L'humanisation des services, même chose. Donc, ça aussi, c'est peut-être que ça va bousculer des choses, puis peut-être même donner l'impression à certains de hey, on ne reviendra pas en arrière, mais c'est pas ça. Au contraire, il faut s'ajuster, puis il faut continuer d'aller de l'avant. Puis, je voulais revenir aussi, je trouve toujours que l'alphabétisation, ça passe en arrière de tout. C'est toujours dans l'ombre, on en parle aux gens, ça s'est mélangé aussi avec la francisation. Puis là, tantôt, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Moi, ça me dérange un peu parce que oui, c'est un levier, mais je suis comme tannée qu'on parle moi, les gens qui viennent chez nous ne viennent pas chez nous pour se trouver un emploi. C'est des gens qui sont sur l'aide sociale, j'ai des gens qui ont des contraintes importantes. C'est pas, si l'emploi est possible, tant mieux. Il y en a qui sont dans l'emploi, qui sont en démarche d'alphabétisation, mais ce n'est pas le but ultime. Donc, quand on vient en alphabétisation, le but ultime, ce n'est pas nécessairement d'aller à l'éducation des adultes et d'avoir un diplôme. Le but ultime, ce n'est pas nécessairement d'aller sur le marché de l'emploi. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans qui me dérange. Puis, d'ailleurs, il va y avoir, je ne sais pas, on parle d'alphabétisation, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un de la Fondation pour l'alphabétisation, mais il y a une autre discussion qui va se faire au début mai là, sur l'alphabétisation. Puis, l'emphase est encore mise sur la pénurie de main-d'œuvre puis la vision économique. Fait que, il va falloir faire attention dans ce qu'on va demander au gouvernement, de faire en sorte qu'on ne peut pas éduquer les adultes pour qu'ils aillent boucher des trous sur là où il manque du monde. Là. L'alphabétisation est importante avant, est importante maintenant, puis elle va continuer de l'être importante, même quand on va être tous en plein emploi. Là. Fait que, voilà. On pourrait dire que lire et écrire est une fin en soi. On peut le faire pour ce qu'on veut, l'accès à la culture, à la littérature, à l'emploi. C'est la vie, c'est la société, etc. C'est une fin en soi. C'est utile à plein de choses, mais on devrait le faire parce que lire et écrire en 2022, au 21e siècle, c'est quand même encore étonnant qu'on ait à parler de ça. C'est pour moi là, super étonnant. Là, ça devrait. Parce qu'on a un monde qui parle de numérique, de compétences numériques. Tu sais, on a le 21e siècle qui existe, l'intelligence artificielle dans l'éducation, etc. Puis, à quelque part, il y a encore une job importante de permettre à tout le monde de lire et d'écrire. Et c'est ça qui est dans le rapport de force, puis dans la démonstration qui devient important de garder en vie cet enjeu-là dans le débat politique, puis pas au bénéfice de d'autres objectifs, comme le développement de certains secteurs industriels ou économiques en pénurie de main-d'œuvre. Solange? Je suis d'accord avec ce que dit Annie, mais en même temps, si on veut avoir de l'impact, moi, je pense qu'il va falloir utiliser un vocabulaire que nos élus comprennent. L'aspect économique, là, on ne peut pas en faire fi, on est dans ce monde-là. Puis on parlait de systémique tantôt, c'est un mot que Legault ne veut même pas entendre. Fait que, il va falloir aussi choisir le vocabulaire. Quand on fait des communications, là, on cible la population qu'on veut rejoindre, puis on va utiliser un vocabulaire qu'elle va comprendre. Moi, je pense que c'est la même chose pour les politiciens. Au niveau. Puis moi, il me semble qu'il faut mettre en valeur aussi lire et écrire au-delà de la scolarité. Le pouvoir d'agir, ça, c'est un mot à la mode. Hein? On parle beaucoup de l'empowerment puis du développement du pouvoir d'agir. C'est ça que ça donne, l'alphabétisation populaire. Les gens développent leur pouvoir d'agir et viennent agir sur leur quotidien. Fait que c'est peut-être quelque chose qui, je pense, à utiliser. Puis il faut, puis comme disait Annie, il faut... les gens ne viennent pas chez nous pour avoir un diplôme. Ils viennent chez nous pour être mieux dans leur peau, pour connaître du monde, développer un réseau, puis travailler sur leur quotidien de multiples façons. Puis peut-être une traque aussi, nous autres, on l'utilise des fois dans notre milieu, là, les adultes qui sont en démarche, bien, ça peut donner des modèles pour les jeunes. Parce qu'on ne peut pas faire fi des jeunes parce que le taux de décrochage scolaire dans beaucoup de milieux est très élevé. Fait, je me dis, comment on peut, par contre, utiliser, entre guillemets, des adultes qui vont être des modèles sans nécessairement avoir des diplômes. Hein? Si tu fais une démarche d'alpha dans ton milieu, tu peux être un modèle pour ton enfant.
Fait qu'en tout cas, je ne sais pas, il y a une traque là. Puis, il y a aussi les résultats. Il faut mettre en évidence des résultats. Des résultats, c'est pas juste des notes, puis c'est pas juste je vais avoir un diplôme. Fait qu'il y a peut-être ça qu'il faut, en tout cas, je pense, travailler davantage. Puis au niveau de l'accès à l'emploi, je le sais que c'est pas un objectif majeur, mais si on regarde notre monde, des gens qui sont sur l'aide sociale, c'est quoi leur objectif? Ils veulent améliorer leur quotidien, ils veulent améliorer leur vie. Fait qu'il y a aussi un travail à faire. On parle beaucoup des ministères, mais au niveau des entreprises aussi. Jadis, il y avait de la formation terrain, de la formation sur le tas. Là. Bien, peut-être aussi que ça peut être des tracks intéressantes pour des gens qui jamais n'auront de diplôme, mais qui, par contre, peuvent développer des compétences. Fait qu'en tout cas, il me semble qu'il y a plusieurs tracks qu'on pourrait explorer. Là. Il y a sous l'angle de la main-d'œuvre, là, il y a une opportunité intéressante parce avant la pandémie, avec un taux de chômage à 4-5 %, puis là, c'est revenu à 4-5 %, les employeurs réalisent qu'ils vont devoir ouvrir leurs portes à plus de monde et les accompagner. Et dans un forum qui a eu lieu de la CPNT l'automne passé, il y a eu unanimité sur un thème, organisation patronale communautaire et monde scolaire et organisation patronale. C'était sur la nécessité de la formation de base. Pour le monde de la main-d'œuvre, formation de base, c'est un mot large pour parler d'alphabétisation en particulier, sans utiliser le mot. Et c'était clair, parce que les francisation inclus dans ça. Les gens reçoivent des gens qui sont plus éloignés de leur secteur. Et là, il y a peut-être une opportunité de développer, de mettre à l'ordre du jour plus sérieusement, plus structurellement l'alphabétisation. Il y a un consensus du côté de la CPNT là, qui devient de plus en plus fort. Caroline et après Slimane. Caroline? Ben oui, rapidement, moi je pense que les termes que j'ai souvent entendus et lus des écrits de l'ICA, c'était toute la question de la diversité des lieux de formation, la diversité des objectifs, la diversité des modes d'apprentissage. Puis moi, je pense qu'il faut ramener ça en éducation des adultes. Puis je pense que les deux collègues, Annie et Solange, l'ont bien dit. Là. Moi, je me plais à dire que Tintin, c'est 7 à 77, mais l'alpha-pop, c'est 16 à 116. Donc, entre 16 ans et 116 ans, vous comprendrez que la diversité des réalités des personnes qui sont accompagnées dans le merveilleux monde de l'alpha-pop, un jeune de 20 ans versus, je ne sais pas moi, une femme de 70 ans, n'a nécessairement pas les mêmes objectifs d'apprentissage lorsqu'elle vient dans un groupe d'alpha-pop. Et pour nous, l'objectif que poursuit la grand-maman de 70 ans est tout aussi pertinente, valable et demande accompagnement que le jeune qui a une ambition XYZ, qui probablement, lui, va vouloir effectivement se trouver un boulot dans pas très longtemps ou retourner à l'éducation des adultes, chercher son diplôme. Mais je pense que ça, c'est important. Et il ne faut pas réduire les objectifs d'apprentissage et les objectifs, le pourquoi. Les groupes d'alpha sont justement là pour accueillir cette diversité-là et accompagner les adultes, quels qu'ils soient et quels que soient leurs objectifs dans ce cheminement-là. Puis ça, je pense que c'est important. Donc, il ne faut pas faire la pensée unique là, du tout à l'emploi et tout. Je pense qu'il y a une diversité, puis il faut le reconnaître. Et je veux revenir sur la question de la reconnaissance des organismes et de la reconnaissance et du respect de leur autonomie. Pour moi, c'est fondamental justement pour préserver cette diversité-là puis cet accompagnement des objectifs multiples que les adultes veulent atteindre quand ils viennent chez nous. Donc, c'est au cœur finalement de notre capacité d'agir. Puis je veux juste revenir sur ce que Caroline a dit tout à l'heure, toute la question la reconnaissance, oui, la reconnaissance du ministère de l'Éducation, un meilleur financement du ministère de l'Éducation, mais aussi des partenaires sur le terrain. Elle l'a mentionné. Moi, je pense que c'est primordial. Puis oui, c'est à géométrie variable. Je sens que Marlène Gagné était touchée par ce qui était dit, mais c'est à géométrie variable dans le milieu. Des fois, ça dépend des individus qui travaillent,
des relations qui se sont bâties au fur et à mesure, mais je pense que ça devrait dépasser les individus. Je pense qu'il devrait y avoir une reconnaissance des organisations qui ont des rôles différents à jouer, puis de faire en sorte justement qu'on reconnaisse l'expertise de tout un chacun, parce que peu importe le type de partenariat qu'on a envie de mettre de l'avant ou d'établir avec différents partenaires, je pense que la base, c'est le respect, c'est la reconnaissance des expertises et c'est pas penser qu'un a la vérité par rapport à l'autre. Je pense que c'est de mettre les gens sur le même pied d'égalité puis de considérer que chacun a un apport dans le partenariat. Et je pense que d'avoir ces relations harmonieuses et de coopération serait aussi tout à fait intéressante sur le terrain. La question de la fracture numérique, puis j'arrête là-dessus. Moi, je pense qu'on le dit depuis un certain temps. Oui, la fracture numérique au cours des 2 dernières années a été exacerbée et mise en lumière par la pandémie. Mais oui, on veut de l'inclusion numérique, mais pas au détriment de l'exclusion sociale et éducative. Je pense que c'est ça l'équilibre à trouver. Oui, on veut faire en sorte que les gens puissent vivre plus d'inclusion sur le plan numérique, mais je pense que du tout au numérique n'est pas une bonne idée. Et plusieurs collègues l'ont parlé, là, toute la question de l'humanisation des services, l'accès aux écrits simplifiés. Oui, d'avoir accès justement à la littératie numérique puis à des appareils connectés, ça a été un enjeu au cours des 2 dernières années pour maintenir justement les relations qu'on avait avec les adultes. Donc, tout ça, c'est un gros enjeu, un gros défi à lui tout seul. Et il faut juste être en mesure aussi de s'assurer de préserver un équilibre par rapport à l'inclusion numérique et l'exclusion sociale et éducative qui a pu en découler de par la fracture numérique des adultes avec qui on travaille. Mais aussi, je dirais même, la fracture numérique, c'est aussi avéré, pas juste au niveau des adultes en démarche d'alphabétisation, mais les équipes de travail aussi, on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas tout à fait tous outillés pour faire face à ça et de faire un espèce de transfert de nos pratiques vers le numérique. Je m'arrête là-dessus. Tu rappelais pour l'ICA, l'angle qu'on fait valoir de la diversité, c'est reconnaître, mais c'est aussi pour dire une chose importante. Parce qu'un des effets de la privatisation, ce n'est pas juste vendre le public au privé, c'est aussi réduire l'action du public et laisser dans le vide le reste qui est souvent sur le marché. Et là, de dire les vrais besoins, c'est seulement ceux liés à certains secteurs économiques, pas les autres. Les vrais moyens d'apprentissage, c'est un tel moyen ou tel autre, réseau public ou en entreprise, etc. C'est une manière de dire, de réduire la traque à pas grand-chose. Et ça, c'est plus sournois que de vendre de l'équipement ou de vendre. Et dans le moment, diversité pour nous, c'est de rappeler que c'est un bien commun. La diversité des lieux, la diversité des pourquoi on apprend, la diversité de ce qu'on apprend, la diversité des personnes, le prendre en compte, c'est une question de bien commun et on n'a pas présentement une politique à la hauteur de ça, on n'en a pas du tout. On a des morceaux d'orientation qui rapetissent l'éducation des adultes à pas grand-chose. Puis plus l'État rapetisse ce qu'il a fait en éducation des adultes, plus elle laisse à la sphère privée tout le reste. Et là, c'est cute apprendre tout seul sur YouTube, là, c'est gratuit, si on a l'ordinateur, etc. Mais c'est quand même une boîte privée, même si c'est gratuit en apparence. Et là, c'est pour ça qu'on a remis un peu au centre ce portrait panorama large de la diversité, puis de demander que l'État dise qu'est-ce qu'elle veut faire là-dedans. C'est quoi sa vision du bien commun, du bien public, dans ce nouveau monde-là, qui est de plus en plus large. Et numérique, malheureusement. Slimane, et après Caroline Platt et Christelle. Slimane. Bonjour, mon nom est Slimane Saïd, je suis de la Fondation pour l'alphabétisation. En fait, je voulais juste dire qu'on a passé à travers tous les éléments en fait, qui ont été soulevés, que ce soit en fait, le numérique, la pandémie, donc aussi le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre. Je suis en accord en fait, avec Mme Poulin qui disait que la question de la littératie ne se résume pas à l'acquisition des compétences uniquement pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, l'étude de la Fondation qui aura lieu dans quelques jours traite entre autres ce lien, en fait, le lien entre l'alphabétisme et l'économie, qui, dans le contexte actuel, est une préoccupation des employeurs. Donc, cela ne nous empêche pas de faire d'autres actions dans d'autres domaines aussi, quel que soit dans la sensibilisation
ou de véhiculer des messages liés à l'analphabétisme auprès du public. Donc, moi, je pense aussi que je suis en accord avec la personne qui, je ne me rappelle pas du nom, qui a dit qu'il fallait peut-être un plan d'action plutôt qu'une politique d'action auprès du gouvernement. C'est à travers tous ces éléments qui devraient, en fait, à mon sens, mise de l'avant auprès du gouvernement pour dire, voilà, on a besoin d'un plan tout en considérant les réalités de chaque organisme, puis de chaque organisation aussi, c'est bien lieu. Donc, parlons aussi de la diversité et autres, même des autres éléments qui ont été soulevés aujourd'hui. Donc, voilà. Et bon, je peux commencer à dire que ça fait un moment que je suis en éducation des adultes et ce qui m'a tout le temps étonné du monde de l'éducation du mouvement, c'est la patience des revendications. Parce que le rapport de la commission Jean en 82 a un thème partout qui se répète, il faut enlever les silos, et déjà reconnaissait dans le langage de l'époque, de la bibliothèque au groupe communautaire, etc. Là, il y avait une vision large de la diversité des lieux et proposait une loi cadre pour essayer de réunir tous les moyens, que l'État les reconnaisse, les réunisse. C'est sûr, maintenant, une quarantaine d'années après, l'idée de silo s'est consolidée d'une manière bétonnée. Puis, comment passer au travers devient d'autant plus compliqué. Là. Mais cette diversité-là, elle devient importante. Puis, il y a une espèce le discours, la vision gouvernementale de l'éducation des adultes devient de plus en plus atrophiée parce qu'elle est centrée. C'est pas que ce qui est dit n'est pas bon, mais c'est tellement limité que ça crée un déséquilibre. Et il y a une espèce de défi de mettre l'ensemble de la famille de l'éducation des adultes à l'avant-scène, d'oublier personne, de s'assurer que l'État soit capable de dire au 21e siècle, ça veut dire quoi? Compter sur toutes ces ressources-là puis répondre aux besoins de tout le monde. Puis il y a comme une espèce d'effet d'un succès. Autour de 90, là, ça tournait à peu près à 44% les adultes de 25-65 ans sans diplôme d'études secondaires. C'est autour de 10% maintenant. Qu'on a réussi quelque chose. Mais ça a fait en sorte que pour les gens les plus marginalisés en éducation, c'est plus des opérations de masse. Il faut être chirurgical. Et là, je pense qu'il y a un défi du côté gouvernemental de le penser en dehors de la boîte et de réunir tous les acteurs qui sont où les adultes sont pour les alphabétiser puis travailler ensemble. Il y a quelque chose là, qui est plus costaud qu'à une époque où c'était une proportion tellement grande de la population que ça s'imposait par le simple nombre. Caroline et Christelle après. Mais c'était une intervention plus par rapport, on a beaucoup parlé là, des types de partenariats, tout ça, mais par rapport au financement, pourquoi améliorer le financement des groupes populaires là, en éducation? C'est à quelque part, il y a une panoplie de programmes qui existent, mais tous ces programmes-là ont toujours un début, une fin, un terme de temps, des objectifs. Là, vous devez passer tant de cahiers en tant de temps. Puis, on oublie aussi, c'est temps d'absence, ben, vous êtes retiré du programme. Il y a très peu de flexibilité alors qu'on travaille avec des humains qui ont tellement d'obstacles à surmonter au quotidien juste pour continuer à être, probablement à venir la première fois, puis après ça, pour rester. Puis on est probablement les seuls qui avons cette capacité-là d'adaptation. Nous, c'est un peu notre mantra, l'adaptation, flexibilité, maximum, tout ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là. Si cette personne-là est avec nous pendant 10 ans pour arriver à faire quelque chose, ce sera ça. Oui, si elle a déjà 77 ans puis qu'elle finit à 87 ans, c'est pas grave. Un peu, tu sais. Et puis moi, c'est là que je me dis, le financement, c'est là qu'il gagnerait à être pourquoi on a besoin d'un meilleur financement? Parce qu'on a cette possibilité-là de flexibilité, d'adaptation à des humains qui, déjà en partant, s'ils sont où ils sont, c'est parce qu'ils ne fitaient pas dans le cadre. Là, on essaie de les faire re-rentrer à nouveau dans d'autres cadres, mais en plus, ben, ils ont des familles, ils ont des problèmes autres, ils ont à payer des logements, ils ont ainsi de suite, bien plus que quand ils étaient assis sur les bancs d'école comme enfants. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de mettre vraiment plus de l'avant. Puis l'autre chose, c'était par rapport, mes collègues ont beaucoup parlé de communication simplifiée.
à 100 000 à l'heure d'accord avec ce point-là. Il faut qu'on le fasse, qu'on le martèle tellement souvent, mais je rajouterais la diversité dans les moyens de communication. Ma commission scolaire qui m'a envoyé 8 courriels pour me demander en pleine pandémie si j'avais accès à Internet et à du matériel. Est-ce que je suis la seule à voir ici le non-sens de la chose? Il y a quelque, tu sais, c'est ça, le numérique, il est partout. Il n'est pas la seule réponse. C'est la plus facile, mais oui, les communications simplifiées lorsqu'elles sont écrites, mais aussi diversifiées. Donc, reprendre notre téléphone, reprendre notre bouche pour s'adresser à des gens et le savoir-être qui est si déficient dans beaucoup de lieux. Je pense qu'on le sait. On travaille avec des gens qui sont de grands... je vais employer le terme traumatisé, là, mais des grands traumatisés d'un peu tout ce manque de savoir-être et de manque de communication-là. Je pense qu'on est vraiment dans le milieu du secteur de l'éducation des adultes populaires. Là. On a cette connaissance-là, puis je pense qu'on peut vraiment la mettre de l'avant. Voilà. Oui, c'est quasiment un mot de la fin comme parfait. Là. Je vais le laisser en suspens, mais Christelle, c'est toi qui as le mot de la fin. Puis pour les quelques minutes qui restent, là, je parlerai plus de la suite, l'après-webinaire. Donc, Christelle, tu as le mot de la fin. Oui, je vais essayer d'être brève. Dans le fond, je voulais remercier tout le monde pour les échanges parce que ça a été vraiment pertinent pour vous ouvrir, puis ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Donc, je travaille pour la table des responsables gestionnaires en éducation des adultes et puis on travaille davantage un dossier qui est la formation de base en entreprise en lien avec les services aux entreprises qui est pour l'optimisation des compétences en littératie, numératie. Et aujourd'hui, en entendant les discussions, je me suis vraiment questionnée sur mais c'en est de l'alphabétisation ou c'en est pas, sur le vocabulaire utilisé puis sur la clientèle visée lors de l'échange. Donc, quelle clientèle on vise? Est-ce qu'on est assez spécifique ou on ouvre davantage aux personnes qui savent lire mais qui ne savent pas se requalifier pour un poste dans un travail? Je pense que c'est important de se questionner parce que ces gens-là, bien, ça se peut qu'ils trouvent un nouveau travail, mais ils ne sont pas capables de maintenir en emploi par un faible niveau de littératie ou de numératie. Je pense qu'il ne faut pas créer des silos nous-mêmes entre ces types de clientèle-là, mais de voir une vision globale. Donc, oui, l'alphabétisation populaire, mais oui aussi les formations au niveau des entreprises. Moi, je trouve ça magnifique, même si les intérêts sont peut-être autres que le ministère du Travail parle beaucoup de la littératie, de la numératie, ça conscientise les gens et notre objectif. Allô? Oui, à 14h30? Parfait. Mon affaire finit dans 2 minutes. Et Catherine, ton micro est ouvert. OK, j'en étais juste un peu sûr de pas ça. Non, je suis là. Sylvie, tu pourrais fermer le micro de Catherine, s'il te plaît? Merci. Et je pense que c'est de parler de l'objectif conjoint, d'avoir un vocabulaire conjoint, s'asseoir tout le monde ensemble. C'est quoi la littératie, la numératie? C'est quoi l'alphabétisation? Puis comment on peut tous contribuer à l'augmenter par les différentes façons qu'on a nommées depuis tout à l'heure. Je pense que c'est sur ça qu'il faut miser. Puis, c'est quoi l'intention? C'est quoi notre intention? C'est quoi notre objectif? C'est pas qui va le faire, mais c'est pour qui puis comment. Donc, si le marché du travail désire mettre de l'avant ces compétences-là, bien, comment l'éducation peut prendre cette vague-là puis dire, OK, bien, nous, on peut apporter, voici ce qu'on peut apporter, puis l'alphabétisation populaire aussi. Fait que je pense qu'il faut réfléchir à comment le faire ensemble. Puis, juste un petit clin d'œil sur le niveau de lecture là, dans les communications, ça me fait beaucoup penser à la conception universelle de l'apprentissage qui a été pensée pour les étudiants en situation de handicap. Donc, encore une fois, c'est un vocable qui est utilisé pour une clientèle, mais qui serait tellement adaptable pour toutes les clientèles. Donc, on parle d'inclusion, c'est un moteur d'inclusion. Cherchons à utiliser des mots qui communiquent à tous, qui parlent à tous. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà.
C'est bien que Caroline et Christelle, d'un organisme communautaire Etréac, donc je pense que vous avez bien fait le travail de mot de la fin à vous deux. Puis Christelle, tu t'as ramené indirectement un enjeu qui est important dans les années 80 puis qu'il est encore dans plein de pays, c'est la post-alphabétisation. On alphabétise, mais il faut s'assurer que les gens ne perdent pas leurs acquis. Et déjà, le défi d'alphabétiser reste important, mais il ne faut pas oublier aussi et la post-alphabétisation et les enquêtes sur la littératie de 12 ans en 12 ans là, le démontrent. Là, quand ils regardent les gens à 20 ans au moment d'une enquête, puis ceux qui ont 30 ans la décennie d'après, puis on voit que pour tous les groupes d'âge, il y a une perte des capacités parce que les gens n'ont pas l'occasion de les maintenir en lisant ou il y a peu d'écrits en milieu de travail, donc ils ont moins l'occasion. Déjà là, ce double défi-là, il reste encore d'actualité. Puis les gens qui sont dits de niveau 2, ils ont un vocabulaire, ils ont des capacités de lecture et d'écriture, mais c'est de base et il y a du renforcement à faire. Donc, il reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. D'abord, merci d'y avoir participé. Et pour la suite, comme j'évoquais au début, il reste 2 webinaires. Le prochain lundi prochain, même heure, autre lien Zoom, pas même poste, sur l'éducation populaire. Et le 2 mai, pour souligner le 20e anniversaire de la politique d'éducation des adultes. Et l'ensemble des webinaires étant enregistrés et des textes d'analyse puis de compte-rendu que l'ICA feront des idées qui ont été émises, ben nous, on va diffuser largement ça pour essayer à notre manière de mettre l'éducation des adultes à l'avant-scène, en particulier dans le cadre de la campagne électorale. Mais je trouve que plusieurs des défis qui ont été soulevés justifient une nouvelle politique. Travailler ensemble, intergouvernementale, etc. La question des modes de financement, la question des contraintes imposées au groupe au travers le financement, etc., etc. Là, il y a plusieurs questions, chantiers majeurs qui perdurent. Puis comme on dit, tout ce qui traîne se salit. Je pense qu'il y a une bonne brassée à faire pour nettoyer beaucoup de trucs en éducation des adultes. Puis en plus, de dire où on s'en va pour la prochaine décennie parce que le numérique ne va pas disparaître. Il va falloir le mettre à notre main, il va falloir l'humaniser, mais il ne va pas disparaître, il va s'imposer davantage, puis on n'est même pas à l'étape des algorithmes encore. Fait que dans notre vie quotidienne, le numérique va prendre beaucoup de place et en éducation. Donc, ce débat-là est différent maintenant. Il faut en reprendre contrôle. Que le monde de l'éducation des adultes en reprenne contrôle, parce que présentement, ce n'est pas le monde de l'éducation des adultes qui contrôle cette discussion-là. Elle est entre autres faite par le privé en particulier. Donc, je vous remercie. Pour la suite, je vous invite au webinaire de lundi prochain et en particulier aussi celui sur la politique qui va être plus englobant, plus stratégique aussi sur comment collectivement on fait la suite des choses. Et pour le reste, l'ICA, par ses moyens de communication, garde les gens informés sur l'état de notre démarche de représentation politique. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pris quelques temps de votre journée. Puis, nécessairement, avec le RGPAQ et les autres partenaires du réseau de lutte, la question pour nous est plus que pertinente. Puis, elle est dans notre tête de réactiver le réseau. Mais c'est une voiture qui a été au garage pendant 24 mois. Probablement qu'on mettra la clé dans le démarreur puis on l'activera. Ça va prendre un peu